d'information en République démocratique du Congo. Le pape François s'est présenté en défenseur de la RDC face au génocide oublié par la communauté internationale. Le souverain pontife, arrivé mardi à Kinshasa, accueilli par une foule en liesse, s'est adressé aux autorités politiques, à la classe politique, à la société civile et aux membres du corps diplomatique. Avant ce rendez-vous, le Saint-Père a eu un tête-à-tête avec le président de la République. Top Congo FM. Les avions de combat Sukhoi 25 de la force aérienne de la RDC ont opéré plusieurs sorties ce mardi sur diverses positions du M23. Les troupes au sol sont aux abords de la cité de Kitshanga dans le territoire de Massissi. Top Congo FM. Des constructions anarchiques à côté de la voie ferrée de la province de Lualaba. Le gouvernement provincial s'active pour y mettre fin. Le commissaire général du gouvernement en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat qui a fait le constat est à pied d'œuvre pour prévenir les cas de déraillement dans la province. Top Congo FM. Deuxième phase de vaccination contre le Covid dans la province du Congo central. L'opération a été lancée mardi dans la ville portuaire de Matadi. Plus de 200 000 personnes sont attendues. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, le pape François s'est présenté en défenseur de la République démocratique du Congo face au génocide oublié par la communauté internationale. Le souverain pontife, arrivé mardi à Kinshasa, accueilli par une foule en liesse, s'est adressé aux autorités, à la classe politique, à la société civile et aux membres du corps diplomatique qu'il a appelé au respect de la RDC. On l'écoute. Ce pays immense et plein de vie, ce diaphragme de l'Afrique, frappé par la violence, comme par un coup de poing de l'estomac, semble depuis longtemps avoir perdu son souffle. Monsieur le Président, vous avez parlé de génocide oublié qui souffre la République du Congo. Et tandis que vous, Congolais, vous luttez pour sauvegarder votre dignité, votre intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays, je viens à vous, au nom de Jésus, comme un pèlerin de réconciliation et de paix. J'ai beaucoup désiré me trouver ici et je viens enfin vous apporter la proximité, l'affection et la consolation de toute l'Église. Je souhaite donc lancer un appel, que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle, que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Le pape François et le président de la République avaient auparavant dénoncé non seulement le génocide oublié, mais aussi l'exploitation illégale des ressources du pays par les pays voisins via des groupes armés. On l'écoute. Il y a lieu de constater qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi. À la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale,
plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées. Des jeunes gens et enfants sont égorgés. Des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Nous ne pouvions et nous ne pourrons demeurer quoi face à une telle injustice et un tel silence complice de la communauté internationale. Le président Félix Tshisekedi, je vous rappelle encore que le pape François avait été accueilli à son arrivée par une foule en liesse du côté de la Tchangou jusqu'au palais de la Nation où il a échangé en tête-à-tête avec le président de la République. On fait le point de cette situation avec notre reporter qui était sur le terrain, Jean-Cy Makwala. Venus des 24 communes de Kinshasa, les fidèles catholiques et autres chrétiens et ceux qui se sont déplacés pour Kinshasa ont pris d'assaut les principales artères que le pape a empruntées. C'était à 15h que le cortège du Saint-Père a quitté l'aéroport international d'Ndjili pour le palais de la Nation en passant par le boulevard Lumumba, Triomphal, 24 novembre et le boulevard du 30 juin. L'on pouvait voir encore de route les fidèles de l'église catholique, du groupe Xavéry, les Mijerka, les Renouveaux charismatiques, les mamans catholiques et les élèves de quelques écoles au niveau de la Tchangou, ainsi que les commissions de jeunes des paroisses venir dire bonjour au Saint-Père. Un événement malheureux a signalé pendant le cortège du pape vers la première rue limitée. Un monteur communément appelé Wewa a tenté de s'approcher de la papa mobile et a été interpellé par la police nationale congolaise. Retenez que le pape François est à Kinshasa pour un voyage apostolique initialement prévu en juillet 2022. Il est dans un pays qui avait déjà accueilli le pape Jean-Paul II en 1980 et 1985 et qui compte, selon le Vatican, 40% des catholiques. Si, en 1985, le pape Jean-Paul II était aux airs pour proclamer bienheureuse la sœur Noirette Ngampeta, le pape François est arrivé alors que l'Est de la RDC est écumé par les groupes armés qui créent Jean-Cy Makwala et les jeunes qui ont vu pour la première fois le pape étaient émus. Certains se rappellent de l'histoire que leur avaient raconté leurs parents de l'arrivée du pape Jean-Paul II, d'heureuse mémoire au Zaïre en 1980, en 1985. Écoutez ces jeunes qui se sont exprimés au micro de Jean-Cy Makwala. La seule impression que j'ai pour l'instant, c'est vraiment la joie. Je suis très contente qu'ils puissent être venus. Ma joie, elle est assez grande parce que le voyage a été reporté 2 fois. Quand ça a été reporté, d'abord, on était un tout petit peu déçus. On avait un peu perdu espoir, surtout avec toutes les critiques qu'il y avait autour de ça. Mais ce qui rajoute encore un peu plus de joie à notre joie, c'est le fait que tout semble avoir concouru à ce qu'il arrive maintenant. On vient à peine de célébrer la semaine de l'œcuménisme où on a fait l'effort d'être ensemble toutes les religions chrétiennes, et il est aussi venu sous le thème de la réconciliation en Christ. Je pense que c'est vraiment tombé à pic. C'est une immense joie. Depuis, ce sont nos parents qui nous racontaient l'histoire de la venue du pape Jean-Paul II à l'époque. Mais voilà qu'aujourd'hui, j'ai vécu l'histoire. C'est une venue remplie d'espérance pour nous, en tout cas, et surtout pour mon pays qui en a bavé jusque-là, en tout cas à cause de la guerre. Le pape est venu au nom du Seigneur. En tout cas, nous sommes bénis et nous exaltons le Seigneur pour la suite. Oh, ça me dit beaucoup de choses. Je suis heureux, je suis dans la joie parce que j'ai vu le pape. J'ai rêvé de ça. Il y a ma mère qui me parlait de ça. Il était à la messe au palais du peuple avec le pape en 1985, si je ne l'ai pas oublié. Et moi, aujourd'hui, en tant que président de jeunes, le président de jeunes de la paroisse Charles Luanga, j'ai vu le pape. J'ai pensé à ma mère. Alors la joie est immense parce que j'ai vu l'homme le plus beau du monde. Il est très beau. Le pape est beau. Il est vraiment... Voilà donc la réaction des jeunes Quinois émus et qui ont vu le pape dans sa voiture Papa Mobile. Il faut dire qu'un rendez-vous est prévu ce mercredi. Ce sera à l'aéroport de Dolo, une célébration eucharistique qui va démarrer à 9h30. Visite pontificale en RDC. Le passage du pape François en RDC ne doit pas être une simple visite touristique. Les gouvernants doivent saisir cette nouvelle fenêtre qui ouvre la
RDC au monde pour passer un message à toute la planète. Message qui doit secouer les nations éprises de paix pour une solution définitive aux problèmes sécuritaires qui minent la République démocratique du Congo depuis 3 décennies. C'est le vœu de Blaise Lutandila. Cet inspecteur et cadre de l'ABACO l'a exprimé dans une déclaration mardi à Kinshasa. Selon lui, l'autorité doit faire le nécessaire pour que la visite du pape François en RDC laisse des traces indélébiles. On écoute Blaise Lutandila au micro de Walter Couille. Le président Kasavubu fut un séminariste et l'actuel président général, honorable Matoussi Malungeni, est aussi un chrétien catholique. C'est l'occasion pour nous d'accueillir le Saint-Père et lui montrer notre attachement. Nous sommes rassurés que l'avènement du souverain pontife nous sera utile sur le plan sécuritaire. La crise à l'Est est un fléau occasionné par le M23 longtemps soutenu par le Rwanda. À l'Ouest, les éléments qui sèment les exactions dans l'ancienne province Léopoldville, bassin Congo qui est l'origine de la Bako, partie de première ère, longtemps milité pour la souveraineté de notre pays. Face au conflit, le président Kasavubu a misé de son intelligence, la maturité et aussi de sa loyauté politique pour réunir les forces vives de notre pays afin de restaurer la paix dans toute l'étendue de la République. Nous demandons au gouvernement de se saisir de cette opportunité unique afin que ce passage du pape François ne soit pas une formalité, plutôt une solution pour que le Congo retrouve sa paix durable. Blaise Lutandila de l'ABACO. Mercredi, la journée est déclarée demi-journée fériée, mais il n'y aura pas classe, ce qui énerve certains chefs religieux qui parlent d'injustice et n'apprécient pas la décision des autorités congolaises. Écoutez le secrétaire général de la communauté islamique en RDC, Imam Juma Touara, au téléphone de Barik Bema. Les musulmans n'ont rien à voir avec ça. Le père, c'est un pasteur catholique. Je crois que il est venu pour une mission de sa foi. En tant que tel, nous n'avons aucune objection. Le pape est un pasteur catholique, comme vous le dites, mais comprenez-vous quand même le fait que les pays s'arrêtent, il y a une demi-journée fériée, il y a des écoles, y compris les vôtres, qui sont fermées. Comprenez-vous cela dans un pays laïque? Si aujourd'hui on le fait pour une confession religieuse, et l'État aussi devrait être conséquent pour honorer de la même façon les autres d'autres confessions religieuses. C'est à ce niveau que l'État congolais ne veut pas s'adapter. Et c'est malheureux, c'est malheureux. La RDC compte quand même beaucoup de fidèles catholiques, il y en a des autres confessions religieuses. Bon, c'est vous qui le dites, hein? Je ne crois pas, parce que la courbe de l'évolution aujourd'hui peut-être n'indique pas ces statistiques. Et qu'à cela n'actuel, la République démocratique du Congo est un pays laïque, comme vous le savez, et les traitements des confessions religieuses doivent être égaux de tout droit. Mais sinon, à ce niveau, moi j'appelle toujours mes fidèles et les musulmans à se battre pour constituer une force, parce que si vous avez un rapport de force, vous pouvez atteindre ce que vous voulez. Le journal, toute l'info du canal Info, la fréquence, utile de Kinshasa. Les avions de combat Sukhoi 25 de la force aérienne de la RDC ont opéré plusieurs sorties ce mardi sur diverses positions du M23. Les troupes au sol sont aux abords de la cité de Kitshanga dans le territoire de Masisi. Le porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 affirme que l'objectif est de récupérer les groupements et villages occupés par les insurgés. Colonel Guillaume Djike. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis tout en œuvre pour d'abord déloger l'ennemi à Burungu. Nous sommes à presque moins de 2 kilomètres de Kitshanga où nous sommes en train de repousser l'ennemi. À part tout ça, la situation est calme dans toute notre zone de responsabilité, mais aussi l'armée rwandaise et ses différents alliés continuent à renforcer leur position. Donc on peut s'attendre un de ces 4 matins à la reprise de Kitshanga par les FARDC. Mais écoutez, c'est notre devoir parce que nous sommes en train d'y travailler de manière à ce que
toute la partie de notre zone de responsabilité occupe aujourd'hui l'armée rwandaise et ses différents alliés soient récupérés et que la population puisse rentrer dans son milieu naturel. L'armée rwandaise veut également prendre Kilolirwe pour commencer à exploiter les minerais qui sont là-bas. Est-ce qu'il ne faut pas les empêcher d'arriver à Kilolirwe? Je vous dis que les forces armées de la République démocratique du Congo ne vont lâcher aucun centimètre à ces détenteurs illégaux d'armes à feu sur notre zone. Kichanga était bien protégé par les FARDC, mais comment l'ennemi a pu prendre cette cité? Mais écoutez, l'armée rwandaise avait beaucoup de risques pour notre population. Voilà pourquoi nous nous étions retirés de manière à attirer l'ennemi en profondeur pour que nous puissions bien les traquer. Le colonel Guillaume Djik, et puis il n'y a pas d'activité scolaire dans les zones occupées par le M23, dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu. Les cours ne sont plus organisés depuis 2 ans. C'est un député provincial qui alerte. Emmanuel Mozi, élu de la région, indique également que la guerre imposée à la RDC par le Rwanda à travers le M23 paralyse l'économie de la province. Il y a pénurie de produits de première nécessité. On l'écoute au micro de Peggy Wabenou. Ces agresseurs occupent 3 des 6 territoires que compte la province du Nord Kivu, à savoir le territoire de Rutshuru qui est quasiment occupé par ces agresseurs, le territoire de Nyiragongo et le territoire de Masisi qui est vraiment envahi. Dans les entités contrôlées par ces agresseurs, la population vit une pénurie en produits de première nécessité. Vous le savez d'abord, nos populations aujourd'hui de Rutshuru sont à leur 2e année scolaire blanche, sans étudier, privées de ce droit le plus élémentaire. Mais à côté de ça, les produits de première nécessité ne peuvent plus entrer dans ces zones, parce que cette zone est coupée du reste et de la province et de tous les axes de ravitaillement de cette entité. Tenez, il n'y a plus de communication entre Goma et Rutshuru depuis plusieurs mois. Il n'y a plus de communication entre Rutshuru et Ishasha. Il n'y a plus de communication entre Rutshuru et Lubero. Et donc, cette population-là vit une prison à ciel ouvert. Djoubé, situé à plus de 40 km au nord d'Eringeti. Parmi ses victimes, un bébé. C'est la 2e incursion en 2 jours dans cette zone. 17 autres civils avaient été tués dans 4 villages dans Ofaï dimanche dernier. On écoute à ce sujet Christophe Mouniaderou, activiste des droits de l'homme dans le territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Il est au micro d'Erickson Louemboué. On se demande si réellement les blocages seraient à quel niveau. On ne sait pas si c'est au niveau du gouvernement central ou provincial. On ne parvient pas à comprendre. Voilà encore 4 civils venaient d'être tués. C'est dans la chefferie de Walese Vokutu, dont une maman et son bébé. Voilà, au moins 21 personnes venaient de perdre leur vie et à l'espace de 3 jours seulement encore dans des villages qui sont tout proches et surtout sur la RN4, la route Commanda vers Beni. Pourquoi on ne veut pas lasser les opérations militaires? Nous avons toujours dit les opérations de grande envergure. Vraiment, les autorités semblent ne pas écouter les cris de la population civile. On se demande si réellement il y a au juste, il y a quoi? Tout ce que l'administrateur était en train de dire à la population, mais voilà le contraire. On a donné de l'espoir à cette population que les opérations dans quelques matins seront lassées. Il ne faudrait pas chaque fois attendre l'ennemi venir attaquer et au lieu de passer juste à l'offensive. Parce qu'avec la défensive, nous avons toujours dit que c'est toujours nous qui sommes toujours perdantes. Parce qu'elle est en train de mourir et il faudrait que les autorités puissent assumer la responsabilité et traquer ces rebelles ougandais de l'ADF. Christophe Mouniaderou, activiste des droits de l'homme basé dans le territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Dans le Grand Bandundu, on parle pacification après le conflit interethnique Teke Yaka. La mission diligentée par le président de la République est
et conduite par le ministre de l'Intérieur et le ministre après le président de la République porte donc des fruits. Après avoir écouté l'appel du chef de l'État sur le retour de la paix dans cette partie du pays, plusieurs jeunes ont accepté de rendre les armes pour servir la nation. Ils ont décidé de se mettre à la disposition de l'armée. Pour Nana Manouanina, ministre près le président de la République, le travail de terrain abattu par cette mission avec le soutien de la maison militaire du chef de l'État est très positif. La prochaine étape sera celle de la réconciliation avec les vrais notables du coin. Détail, Myriam Iraghi. Après plusieurs mois d'affrontements sanglants qui a coûté la vie à des centaines de personnes et occasionné de nombreux déplacements des populations, la paix est finalement sur le chemin du retour dans le Grand Bandundu. C'est là grâce notamment aux opérations de désarmement entreprises par cette mission. Nana Manouanina Kiumba est la ministre près le président de la République. Il y a de plus en plus de calme. Je pense que vous ne vivez plus tout ce qu'on avait dans les réseaux sociaux. Souvent on avait des fausses informations aussi, mais depuis qu'on a commencé à récupérer ces enfants, il y a du calme. On n'attend plus qu'il y a des villages incendiés, qu'il y a des gens décapités. Non. L'évolution est vraiment très positive. La mission qu'a diligentée son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est en train de se dérouler normalement et il y a la paix. Je pense que là, on attendra que tous ces enfants sortent pour qu'on descende avec la notabilité du terroir pour la réconciliation qui, au fait, est une troisième phase. D'où cette invitation lancée à l'endroit de tous les tireurs des ficelles et la notabilité du coin à se rallier à l'appel du chef de l'État pour l'intérêt de la nation congolaise. Myriam Iraghi. Les activités de Kibali Goldmine vont se poursuivre encore pendant au moins 10 ans dans le territoire de Ouatsa, dans la province du Haut-Uélé. Les recherches des nouvelles réserves d'or sont en cours. C'est le président de Barrick Gold Corporation qui l'a annoncé au cours de la 47e conférence de presse. Marc Bristow a aussi indiqué que l'investissement de Kibali à ce jour s'élève à plus de 4 milliards de dollars américains. On fait le point avec Cyril Moutombo, le directeur pays de Barrick Gold Corporation. À ce jour, la contribution de Kibali à notre économie s'évalue à 4,4 milliards de dollars, dont 1,2 milliard ont servi au paiement des taxes et redevances diverses, plus de 2,4 milliards au paiement pour honorer les factures de nos sous-traitants, ce qui a permis que nous puissions développer ce qu'il a appelé un pôle de développement économique dans cette zone de la République. Et ensuite, il a parlé de la performance de la mine pour vous montrer comment cette année de 2022, nous sommes allés de trimestre en trimestre en améliorant la production de l'or. Et pendant que nous consommons ces réserves, notre équipe d'exploration a continué à faire des recherches, si bien que Kibali aujourd'hui fonctionne avec un programme décennal. Nous savons environ, sur les 10 prochaines années, ce que nous allons pouvoir alimenter à notre usine parce que nous continuons à faire des recherches. Et il vous a montré notre approche qui est axée sur le développement durable, avec en particulier la réintroduction du rhinocéros dans le parc national de la Garamba. Kibali va introduire 76 rhinocéros sur les 3 prochaines années. Le lot des 16 premiers a déjà été mis à l'écart depuis quelques jours en Afrique du Sud et ceux-ci vont atteindre Kibali dans les mois qui viennent. Nous travaillons de commun accord avec l'UCCN, nous travaillons de commun accord avec les autorités de ce pays pour nous assurer que nous remettons le tourisme dans le parc national de la Garamba et aussi avec nos partenaires de l'USAID qui nous accompagnent dans cette initiative. Cyril Moutombo, le directeur pays de Kibali Goldmine, affirme que son entreprise va maintenir son niveau de production cette année. On l'écoute. Il vous a présenté ce que sera l'année 2023, comment nous pensons, ne fût-ce qu'atteindre ou battre les réalisations de 2022 en termes de production d'or et aussi à continuer à remplacer ce que nous avons utilisé, mais en même temps en améliorant la technologie avec l'automatisation de la mine souterraine pour nous assurer que les travailleurs accèdent à la mine dans des conditions de sécurité les meilleures. Nous avons retenu que l'industrie minière est cyclique et nous en prions encore une fois de plus à ceux qui sont les faiseurs de loi
loi ou ceux qui nous aident justement à concevoir nos règlements ainsi que lois dans le pays, de tenir en compte cet aspect. Nous avons les hauts et les bas dans les cycles miniers. Et nous avons fini par nos vies en partage, où vous avez vu ces dons que nous faisons, pas seulement qui viennent de Kibali, mais que nous levons aussi de la part de nos partenaires. Vous avez MD, Didi Moudogo, vous avez IOB, Fenimungu, 2 ONG qui ont reçu une contribution de nos vies en partage. Et enfin, le programme de bourse pour nous assurer que nous assurons l'avenir au travers des jeunes. Cyril Mutombo, le directeur pays de Barrick Gold Corporation. Appui du sénateur Hippolyte Mutombo, population de Kalambayi, en Nganda-Jika, dans la province de Lomami. Il a promis de payer les taxes d'étalage aux commerçants et la taxe vélo pour les pédaleurs durant une année. Il a également appelé, au cours de sa descente dans cette partie du pays, la population à se faire enrôler. Ces propos sont traduits par un interprète. J'ai dit grandement merci à Fachi Béton parce que depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême, les choses ont tellement changé. À l'exemple de l'avènement de ces projets de 145 territoires, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être construites ça et là. Ceux qui l'ont précédé n'avaient jamais fait de telles réalisations. Je vous demande alors d'acclamer pour les chefs de l'État. Allez-vous accepter qu'aujourd'hui les pouvoirs nous soient ravis? Maintenant, pour aider les chefs de l'État à conserver ces pouvoirs, allez vous faire enrôler. C'était le sénateur Hippolyte Mutombo. Comment améliorer la gestion des déchets en RDC? Une feuille de route des actions prioritaires à mener pour répondre à cette problématique est en pleine élaboration. Parmi les actions phares de ce document, il est question notamment de privilégier le partenariat public-privé afin de mettre en place un système qui pourra gérer les déchets et rendre les villes de la RDC propres. C'est l'une des recommandations formulées à l'issue de l'atelier portant sur la problématique des déchets en RDC, des travaux initiés par le ministère de l'Environnement et Développement durable. Détail Béromatanda. La problématique de la gestion des déchets en RDC pourra enfin trouver des solutions. À travers ces travaux de réflexion de 3 jours initiés par le ministère de l'Environnement et Développement durable, des recommandations ont été formulées en ces termes. Héritier Mpiana est directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Environnement. Que les bourgmestres nous aident à identifier tous les sites de décharges sauvages. On va élaguer les décharges et on va fermer ces sites. Il sera également question de voir dans quelle mesure on peut nouer un partenariat public-privé entre les ministères de l'environnement ou d'autres services de l'État et les privés afin de voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution durable à ces problèmes de gestion des déchets. La mise en place d'une feuille de route, laquelle feuille de route va comporter des actions prioritaires qui vont être exécutées et par l'ensemble des participants et par toute la population. Il y a là par exemple la sensibilisation de la population. Et pour maintenir nos villes propres, nous devons savoir comment gérer nos déchets, les trier. Mais quelle est la procédure à suivre pour la matérialisation de ces propositions? Jules Ngodili est conseiller en charge de l'assainissement au ministère de l'Environnement. Nous devons faire un travail de coordination, de préparation avec les entités territoriales décentralisées. Nous commençons déjà le mardi. Nous allons avoir une réunion avec le groupe 1 au niveau du cabinet de son Excellence Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour qu'il complète la grille d'analyse qui reste. On finalise le travaux au courant de cette semaine et la semaine qui vient, nous allons convoquer la réunion avec les 3 différents groupes pour la validation de la feuille de route. Signalons que Kinshasa seul produit 10 000 tonnes de déchets par jour. Béromatanda. Suspension des activités de Boardwalk Conservation Initiative, une ONG américaine opérationnelle dans le Sankourou. C'est la décision prise par l'Assemblée provinciale dans cette partie du pays pour l'organe délibérant. Depuis plus de 10 ans, cette ONG n'a réalisé aucune action visible à impact communautaire en dépit des différents financements obtenus. Cependant, cette mesure de l'Assemblée provinciale du Sankourou tombe alors que l'ONG a présenté la semaine passée au gouverneur de province le projet RED+, qui sera investi sur 200 000 hectares dans la réserve naturelle de la province pour obtenir la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Détail Alain Saver-Makoba. Dans sa lettre adressée au chef de l'exécutif,
l'Assemblée provinciale fait savoir au gouverneur, pour l'intérêt du Sankoro et de la population, il a décidé de suspendre toute affaire cessante les activités des bonobos conservation initiative BCI en cycle, selon les informations en sa possession. L'Assemblée provinciale dit être au courant des décaissements différents rapports avec les 10 projets pour lesquels BCI entretient une opacité, alors que c'est un projet qui requiert la transparence dans le préfinancement comme dans la vente de crédits carbone. Par ailleurs, la première institution de la province souligne que depuis plus d'une décennie que BCI est au Sankoro, il n'y a aucune action visible à impact communautaire qu'il a déjà réalisé en dépit des différents financements obtenus. Tel est le cas de plus de 10 millions de dollars de la Banque africaine de développement dans le cadre du projet Fonds forestier du bassin du Congo. Le projet RED Plus contre la déforestation a été présenté au gouverneur Gilles Lodi par une délégation des BCI et sera investi sur 200 000 hectares dans les réserves naturelles du Sankoro pour obtenir la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Depuis la ville de Kananga, Alain Saver Makoba pour Top Congo FM. Les élèves et enseignants des établissements primaires publics de la ville de Butembo ont repris aujourd'hui le chemin de l'école. Les enseignants du CIECO ont décidé de lever la grève sur base de certaines promesses leur faites par les autorités. Les élèves et enseignants des établissements primaires publics de la ville de Butembo ont repris le chemin de l'école ce mardi. Ainsi en a décidé le syndicat des enseignants du Congo, CIECO, secrétariat urbain local, pour sauver l'année scolaire en cours qui est en danger. Dans la province de Lualaba, des constructions anarchiques à côté de la voie ferrée de la province sont observées. Le gouvernement provincial s'active pour y mettre un terme. Le commissaire général du gouvernement en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat, qui a fait le constat, est à pied d'œuvre pour prévenir des cas de déraillement. Et puis on va terminer avec cette cagnotte du week-end. L'action mise en place par la SONAL se poursuit. 10 millions de francs congolais et la somme à gagner au Quintet Plus, bonus 4. Ce sera ce vendredi 3 février 2023. Mireille Siali, responsable marketing de la Société nationale de loterie, appelle tous les parieurs à maximiser leurs chances en multipliant plusieurs combinaisons dans les espaces PLR, ALR pour être l'heureux gagnant. On l'écoute. Nous voulons d'abord féliciter les heureux gagnants du prix d'Amérique. Vous savez que le dimanche dernier, c'était les championnats du monde de trot, des courses à télé. Et la SONAL avait enregistré beaucoup de gagnants, à qui d'ailleurs nous présentons nos sincères félicitations. Et donc pour ce vendredi 3 février, la cagnotte du week-end est des 10 millions de francs congolais. Bien évidemment, nous avons annoncé aux parieurs et au public en ce début de l'année qu'il y aura beaucoup de bonnes surprises. Et bien, la série continue. Et pour gagner 2 millions de francs congolais et devenir millionnaire, il y a une seule adresse. C'est à la SONAL. Vous venez jouer dans les différents points de vente de la SONAL. Et si vous gagnez, on vous paye sur le champ. Alors, nous avons d'une part les espaces PLR où la SONAL vous donne la possibilité de jouer tous les jours. En une journée, vous pouvez jouer à plus de 25 courses. Et si d'aventure à ces différentes courses-là vous gagnez, eh bien, vous passez directement au guichet pour toucher votre argent. En dehors des espaces PLR où les parieurs peuvent suivre les courses des chevaux en direct, ils peuvent également aller jouer sous les parasols dans nos kiosques pour enregistrer leur combinaison et attendre le résultat. S'ils ont gagné, ils passent le lendemain dans nos différentes agences pour toucher leur argent. Mireille Siali de la SONAL. Covid-19, la deuxième phase de vaccination a été lancée dans la province du Congo central. 203 600, soit 10% de la population attendue pour cette activité dans la région. Le gouvernement provincial déplore cependant le faible taux de participation observé lors de la première phase, soit 5,5% seulement de la population vaccinés. Le commissaire général provincial en charge de la santé, Gabin Manzozika, en appelle à une forte mobilisation pour une couverture maximale. Dani Kindazita pour les détails. Le docteur Lik Kishabongo, membre du bureau provincial du programme élargi des vaccinations PEV en sigle, a dans son mot présenté les rapports de la première phase clôturée au mois d'avril 2022. Sur l'ensemble de la province, a-t-il indiqué, 15 680 personnes, soit 5,5%, ont été vaccinées
vaccinés, statique très faible, déplore le responsable du PEV Congo central. Pour cette deuxième phase, l'idéal, a-t-il ajouté, est de vacciner 203 631 personnes, soit 10% de la population dans toutes les 31 zones de santé du Congo central. De son côté, le commissaire général à la santé, Gabin Manzonzika, a exhorté la population à se faire vacciner car, a-t-il précisé, la pandémie à Covid-19 est réelle. Gabin Manzonzika a prêché par l'exemple en se faisant vacciner. Signalons, ouvert ce lundi 30 janvier 2023, cette campagne se clôture le samedi 4 janvier 2023. Matadi Danikindanzi, Top Congo FM. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel, le pape François s'est présenté en défenseur de la RDC face au génocide oublié par la communauté internationale. Le souverain pontife, arrivé mardi à Kinshasa, accueilli par une foule en liesse, s'est adressé aux autorités, à la classe politique, à la société civile et aux membres du corps diplomatique. Avant ce rendez-vous, le Saint-Père a eu un tête-à-tête avec le président de la République. Les avions de combat Sukhoi 25 de la force aérienne de la RDC ont opéré plusieurs sorties ce mardi sur diverses positions du M23. Les troupes au sol sont pas très loin de Kichanga, dans le territoire de Massissi. Top Congo FM. Des constructions anarchiques à côté de la voie ferrée dans la province de Lualaba. Le gouvernement provincial s'active pour y mettre un terme. Le commissaire général du gouvernement en charge des affaires foncières qui a fait le constat est à pied d'œuvre pour prévenir les cas de déraillement dans la région. Top Congo FM. Deuxième phase de vaccination contre le Covid dans la province du Congo central. L'opération a été lancée mardi dans la ville portuaire de Matadi. Plus de 200 000 personnes sont attendues. Top Congo FM. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde de Chris Bivoula. Merci à Didi Bin Sika qui nous a aidés dans la rédaction. Merci à Rachel Insiwe qui a réalisé ce journal. Et Eric Luko qui nous a aidés dans la rédaction. Merci à vous d'avoir voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.